Pour KTM, proposer la 390 Adventure en France, c'est pratiquement tenter de résoudre la quadrature du cercle, plaire au permis à deux avec autre chose qu'une moto bridée, pire avec un monocylindre qui ne dépassera jamais les 43,5 chevaux, alors que les A2 ont droit à 4 chevaux de plus. Comment ? En proposant un savant mélange de 390 Duke et de 450 Rally pour le moteur et le châssis, et de 790 Adventure pour le look. C'est séduisant sur le papier, mais rien n'est joué. Reste à savoir ce qu'en pense Eric. Tiens, avant toute chose, je voudrais quand même remercier la concession Pole Position 77 qui nous prête cette moto pour cet essai que j'ai loupé à Tenerife. Et franchement, j'ai attendu un petit peu. Ils ont eu la grande gentillesse de nous la prêter. Merci à eux, vraiment. Allez, maintenant on attaque les choses sérieuses. On va commencer par la position et le confort, avec une position d'ailleurs qui n'est pas forcément très trail, avec un guidon relativement bas, même s'il est large, ça fait pas tellement illusion. Alors après, il y a une selle qui est relativement haute, puisqu'on est à 85,5 cm, je crois, dans mes souvenirs. Donc ça, en revanche, c'est vrai que ça donne un petit peu plus de stature, j'ai envie de dire. On voit bien, on voit loin, ça pour le coup c'est plutôt pas mal. La selle, alors c'est pas qu'elle soit inconfortable, mais c'est vrai qu'elle est quand même ferme. On sait qu'on est chez KTM quoi. C'est marrant hein, ça, hein, ils ont tendance à faire des selles un petit peu comme ça carrées avec des petites arêtes un peu plates et relativement fermes. Bon bah là c'est le cas aussi. Après franchement je viens de passer la journée sur la moto, j'ai pas spécialement mal aux fesses hein. Mais bon voilà, on n'est pas sur un pouf hyper confort, on n'est pas sur le trail voilà, qui donne le sentiment qu'on va faire 1000 km d'affilée sans se plaindre quoi. C'est pareil, j'étais en train de regarder l'instrumentation et déjà, alors c'est quand même un truc TFT assez vaste, etc. Et c'est toujours surprenant sur ce type de moto, ce type de cylindrée, etc. Donc ça mérite d'être souligné. Mais du coup je suis en train de penser que c'est quand même très bas, hein, le phare, enfin toute la tête de fourche comme ça, c'est relativement bas, ça non plus ça fait pas très trail, hein. Et regardez-moi ce petit pare-brise, il est tout petit, alors là bon, niveau protection, bah c'est pas avec le petit déflecteur là qui sert de pare-brise que vous allez être bien protégé au niveau du casque, mais au moins l'été, bah vous aurez moins chaud. Non mais blague à part. Bon, ça dévie un petit peu l'air de la poitrine, c'est clair, mais c'est vrai qu'après on se reprend un petit peu les remous dans le casque. Donc voilà, ça fait pas non plus très voyageur. En revanche, ça peut faire un peu aventure. Ça, à la limite, pourquoi pas, ça fait un peu tout terrain quand même. En revanche, au niveau des genoux, c'est pas mal. Je trouve que ça dévie quand même assez l'air, le petit réservoir et tout, les petites écopes là sur le côté. Et un autre point que je trouve vraiment pas mal, c'est les rétroviseurs qui sont assez larges et surtout qui vibrent pas. C'est-à-dire que je vois pas mes coudes. Et si toutefois je voyais mes coudes, je les verrais bien nets quoi. La selle passager a l'air plutôt confortable avec des belles poignées de maintien. On a des repose-pieds qui sont gommés à l'avant comme à l'arrière, donc ça évite un petit peu les vibrations, c'est chouette. Mais moi ce que j'aime c'est ce côté, on n'est pas sur une petite bécane. Quand on la voit comme ça, on n'a pas le sentiment d'être sur une 125 améliorée quoi. Ça serait plutôt l'inverse en fait, on pourrait plutôt être sur un 690, pas un 790, mais un bon 690 avec un plus petit moteur quoi, en termes de gabarit. Donc voilà, on se sent pas ridicule quoi. Oh, et d'ailleurs, puisqu'on parle de la Niac, il y en a. Hein. Alors là, il y en a même à revendre, je vais vous dire. Le moteur, il est génial. Ouais, enfin, franchement, pour un truc de 44 bourrins, ça a une pêche d'enfer. C'est incroyable. Il y a une vraie Niac entre 4 et 8000. Et encore, moi, je suis en rodage là avec cette moto. Donc, bon, normalement, je devrais pas rouler comme ça, quoi. Les bas régimes, par exemple, on peut redescendre sans trop de problèmes aux alentours de 2000 tours sans avoir besoin de rétrograder. À part en côte évidemment. C'est vraiment surprenant. Ça tire tranquillou bilou jusqu'à 10 000. Donc ça c'est quand même pas rien. Pour un petit mono comme ça, cette amplitude elle est quand même très importante. Ça veut dire quand même que c'est un moteur qui est relativement souple. 44 chevaux c'est loin d'être ridicule. Encore une fois quand on a 170 kg à peu près tout plein fait. Franchement c'est déjà pas mal. Pour un A2 par exemple c'est vraiment mais l'idéal. Et puis la Niac quoi, enfin je veux dire en première seconde
ça déleste l'avant au point de vite fait bien fait se retrouver à faire un petit wheeling quoi. Donc et ça c'est pareil, il n'y a pas des masses et des masses de motos qui sont aussi capables voilà, de te catapulter comme ça quoi. Oui alors je sais, on va dire t'exagères avec la catapulte. Oui non mais bon, pour un 3,90 quoi. Eh oui, évidemment qu'avec un 12,90 ça fait pas le même effet et que c'est une vraie catapulte. Là évidemment, mais pour un 3,90 une moto que je qualifierais de débutant, c'est déjà un moteur qui est plus que vigoureux et plus qu'intéressant quoi. Et après c'est pareil, un autre truc que j'aime beaucoup avec ce moteur, c'est son autonomie. Parce que au niveau conso, ça doit tourner aux alentours des 4 litres je crois sur l'essai que je viens de faire. Vous avez 14 litres et demi il me semble dans le réservoir. Donc en gros ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes parti facilement pour 300 km d'autonomie, à l'aise, à l'aise. Et encore, en tartinant un peu. Donc ça c'est quand même un vrai plus quoi. Ah vous trouverez peut-être moins de gloutons encore, mais ça sera moins fun. Ah oui, ça c'est indéniable. Ah, attends, tiens, regarde. Et allez, sous là, c'est parti mon kiki. Enfin, typiquement, je pense que c'est la petite bécane qui est vachement sympa pour aller bosser tous les jours. Pourquoi pas aller se balader un petit peu le week-end, hein, franchement. Mais c'est vrai que c'est pas l'idée qu'on se fait forcément de la moto aventure quoi. Bon après ça n'enlève absolument rien aux qualités dynamiques de cette machine, hein, je vous rassure. Hein. Alors non seulement comme on a le poids du corps basculé un petit peu sur l'avant, on charge bien la roue avant, qui du coup alors se place au millimètre, et là on retrouve encore une fois les gènes de KTM, mais alors on serait plutôt du côté de la Duke, vous voyez, avec un train avant super incisif, d'un regard tu la places, c'est hyper efficace, une toute petite piochette sur le guidon qui est relativement large, du coup tu as pas mal de bras de levier, ça tourne tout seul, un sentiment très agréable avec les pneus, un freinage, alors attendez, qui est pas hyper mordant, mais qui est super efficace quand même. En même temps, il y a un disque, on dirait pratiquement un disque périmétrique, c'est du vibré radial à l'avant. Alors bon, ça freine, vu le poids de la moto, on doit être à 172 kg tout plein fait. C'est sûr qu'on n'a pas besoin de plus, et honnêtement, sur un trail, alors là en l'occurrence, de pas avoir une attaque très franche, c'est pas forcément un point négatif, bien au contraire, ça la rend nettement plus facile en tout terrain. Sachant qu'en plus, on peut passer le freinage en position off-road, c'est-à-dire on coupe l'ABS, et on peut enlever le traction control. Et là du coup, c'est vrai qu'elle pourrait avoir une vocation un peu tout-terrain. Alors bon, je me suis légèrement aventuré dans la Pampa. Il y a des points positifs, l'amortissement notamment, qui est super efficace sur la route parce qu'il est réglable de partout, et puis que franchement au départ c'est déjà du bon matos. On doit être aux alentours de 170, 177 peut-être millimètres à l'avant comme à l'arrière, donc c'est un bon compromis pour la route, ça donne pas mal de confort, et puis ça permet aussi d'envisager de faire un petit peu de chemin sans problème. Donc ça c'est un point vraiment très positif encore, mais c'est vrai que c'est une route 19 à l'avant quoi. Et du TKC 70 Continental, qui sont des pneus très clairement, c'est 80% route, 20% terre. Bon, voilà. Mais c'est vrai que sur du chemin, franchement, ça va, ça passe quoi. Je connais nombre de motos de la même catégorie qui sont pas capables de faire ce qu'on peut faire avec celle-là. Ça, je peux vous l'assurer en revanche. Ça, c'est sûr que les gènes de KTM sont là. Hein. Ça a un châssis super sympa. Ça a de la niaque, enfin bref, c'est efficace quoi. Alors s'il y avait un point négatif à retenir sur l'aspect tout-terrain, je dirais que c'est le guidon qui est bas, et quand on est en position debout, c'est vrai que c'est moins agréable parce qu'on est très penché en avant, le dos un peu courbé comme ça, et qu'on a moins de force dans les bras, dans les poignets. Du coup on peut pas pousser comme on voudrait sur les poignets, mais bon, si c'est pour de la balade, qu'on reste un petit peu assis, etc., franchement, ou même si on se lève un peu, franchement ça le fait quand même quoi. Mais bon, après c'est pareil, hein. Si vous voulez vraiment faire du tout-terrain, on n'achète pas un petit trail 390 quoi. Et voilà, on passe à autre chose hein les gars. Bah oui, évidemment.
Si on n'est pas encore en face de la Pampatwin dont rêve Eric, puisqu'il lui manque un cylindre et quelques centimètres cubes, elle s'en approche dangereusement au regard de sa belle polyvalence. Et il y a fort à parier qu'avec un tel rapport prestation-prix, le petit trail KTM réussisse, là où beaucoup d'autres se sont largement vautrés. Car même si son tarif de 6 699 € est le plus élevé de sa catégorie, que ce soit en matière d'équipement, de qualité de fabrication, de finition ou de capital fun, elle survole littéralement la concurrence. Yeah.